Ouais, chers individus, ça va? Avec mes collègues, on est chaud de rejoindre un groupe très mobile en vue de renverser l'État, de niquer les keufs et de commettre des dégradations. On se retrouve quand et où? Ouais, chers individus, ça va super et vous? Avec mes camarades, on critique le capitalisme, le patriarcat et toutes les autres oppressions. Prépare-toi un cocktail et décontracte-toi le youf, parce qu'on va anarchoriser la société du spectacle. Pour participer à la zbonification du réel, tape point d'exclamation comments dans le chat. Allez, bon live! Voilà, wesh les individus, c'était du coup la vidéo qu'on a faite hier soir pour faire le générique. À partir de maintenant, toutes à peu près toutes mes vidéos sur Twitch vont commencer par ça. Voilà, bon, je vais peut-être le changer un peu. Et, je vois que les gens ont déjà suivi les instructions pour se bonifier le réel dans le chat. Aujourd'hui, il n'y aura pas d'effet de voix. Il y aura, j'espère, beaucoup de réactions. Évidemment, dans le chat, le but c'est qu'il y ait des discussions, évidemment. Mais c'est moi qui ai raison, hein, puisqu'on est léniniste ici, c'est évidemment moi qui ai raison, quel dernier mot, hein, je suis Lénine d'ailleurs, au cas où vous ne le saviez pas. Non, évidemment que c'est faux. Il y a beaucoup de commandes rigolotes, genre il y a ça. Bobo de merde. Voilà, il y a des trucs genre ça. Voilà, quand je fais des blagues de nul, de merde, il y a aussi ça. Ça va être tout noir. Et ça, ouais, voilà, ça en gros c'est quand vous voyez rien, bon voilà. Je sais pas si je mets une petite musique en même temps, parce que ça risque d'être assez... comment on dit, non spectaculaire, non je sais pas comment on dit du coup là. Voilà. Ça va pas être en SMR, je vous rassure. Alors avant de commencer, je voulais dire voilà quelle est ma démarche. En gros, le but c'était évidemment de lire le Capital, parce que c'était le follow goal, c'est-à-dire à partir de 100 follow, je commence à lire le Capital. J'ai trouvé le fichier gratuit. Il fait 990 purins de pages. Voilà. Voilà, ça va prendre un petit peu de temps. Et là, rien qu'aujourd'hui, on va se concentrer sur la préface, enfin sur les différentes préfaces et avant-propos et je sais pas quoi, notes des traductrices. Le stream va jamais finir, oui. On a pour environ longtemps, exactement. Et alors, je vous explique aussi pourquoi cette traduction-là et pas une autre. Parce qu'en fait, c'est la plus récente et qui est faite par plusieurs professionnels. Il y a beaucoup de jeux, par exemple, si vous regardez la traduction de l'édition Folio, je crois que c'est Folio, genre là, une grande maison d'édition, bah ils prennent la vieille traduction, c'est-à-dire la toute première traduction faite par un seul mec, une seule personne, c'était un mec, hein, mais qui était amateur en plus, et qui a fait ça sur son temps libre, mais qui galérait, qui était précaire et tout, donc c'était autant dire qu'il a fait ça dans de mauvaises conditions, et qu'il savait pas trop bien le faire, et qui parlait pas très bien allemand en plus. Alors bon, c'était vraiment la toute première traduction, je vous le recommande pas, à part si vraiment vous êtes un fan hardcore de Marx et que vous avez déjà lu 10 fois la traduction la plus récente. Je vais baisser un peu la musique, on dirait que ça me recouvre, voilà. Voilà. En plus, il n'y a même plus l'autodoc. Ah si, un petit peu d'autodoc. Voilà, donc c'est la traduction sous la responsabilité de Jean-Pierre Lefebvre. Ça veut dire que c'est pas la seule personne qui a traduit, c'est une personne qui a dirigé la traduction. Il y a au moins une dizaine de personnes professionnelles qui ont participé à la traduction. Voilà. Donc Karl Marx, le Capital, critique de l'économie politique. Bon, on va commencer à lire tout de suite. Hein. Je vois qu'on est déjà un petit peu, c'est cool. De toute façon, c'est que la préface, il y aura des rediffs sur YouTube, je tiens à vous prévenir. Si vous avez la moindre question sur comment, vis-à-vis du chat, vis-à-vis du live ou de quoi que ce soit, n'hésitez pas. Voilà. Ou s'il y a un terme que vous comprenez pas, je peux regarder sur internet ou vous expliquer si moi je pense savoir ce que c'est. Donc on va commencer à lire, je bois un petit coup d'eau, et c'est comme ça qu'on va commencer la lecture du Capital ensemble. Moi j'ai déjà lu ce tome-là en tout cas, ce livre-là, parce qu'il y en a 4 derrière, il y en a 4 qui sont au moins aussi longs que celui-là. Je vais pas les lire, le but c'est que si on arrive à la fin un jour, bah vous ayez envie de... Voilà, exactement, la vache. Le but c'est que vous ayez envie de lire la suite évidemment après. Moi j'évite de lire des longs textes jusqu'au bout, peut-être qu'au bout d'un moment je vais en avoir marre et je vais dire bon tant pis on passe à autre chose. Et l'intérêt, c'est de vous encourager à lire la suite, et voilà, faire votre parcours vous-même, votre petit bonhomme de chemin. Voilà, c'est parti. En plus, on est accompagné par Brahms et tout, il est venu exprès chez moi avec son orchestre là pour jouer, c'est sympa, ils sont gentils quand même. Alors... Je vais pas faire de voix ridicule, à part s'il y a des citations, je vais jamais commencer ce live, c'est incroyable. À part s'il y a des citations, des fois il y a des très longues citations, vous allez voir, voire même il y a des notes de bas de page qui font plusieurs pages. Voilà, donc c'est plus des notes de bas de page, hein, c'est carrément, j'ai pas compris, mais vous allez voir. Et des fois il y a des très longues citations, là j'utiliserai mes effets de voix, mais c'est pas tout de suite. Donc, Karl Marx du coup, Le Capital, critique de l'économie politique, 4ème édition allemande, livre 1er, sous-titre, Le procès de production du Capital. Ouvrage publié sous la responsabilité de Jean-Pierre Lefebvre. Et là.
Alors on a déjà fini de la première page, ça a duré seulement 19 minutes, et il n'y avait rien à lire. Donc imaginez les 990 pages, voilà, avec des notes de bas de page qui font plusieurs pages. Donc je vais pas lire tous les noms, hein, voilà, si vous voulez vérifier la qualité professionnelle de ces personnes-là, et que vous avez vraiment du temps à perdre, allez-y. Hein. Là on voit que c'est l'édition de 1993, mais il y a une nouvelle édition qui est sortie en 2016, et une autre édition je crois qui est sortie genre l'année dernière, mais fondamentalement il n'y a pas grand chose de changé, c'est les mêmes personnes plus ou moins qui ont fait la traduction. Ok. Attends, avant qu'on finisse, il va venir toute retombe, il va sortir de sa tombe avec « Attendez, j'ai fini le livre 5, attendez !» Alors, avant-propos. Alors là, c'est Jean-Pierre Lefebvre qui parle. Avant-propos. Le Capital est un ouvrage d'un genre mixte, qui ne ressortit à aucune des catégories scientifiques habituelles, ni économique, ni sociologie, ni philosophie, ni histoire, ni essai politique. On peut le situer quelque part entre les grands essais polymorphes du XVIIIe siècle et les monographies scientifiques du XIXe siècle. Entre le contrat social, donc ça c'est Rousseau, et l'origine des espèces de Darwin, du coup. Il entre en revanche de plein pied dans la catégorie des livres... Pardon, excusez-moi, je bois trop d'eau. Excusez-moi. La catégorie des livres, donc, qui ont fait du bruit, jusqu'à retardement, d'effrayer la chronique au sens propre et plein du terme, parmi les œuvres dont il n'est même plus nécessaire de nommer l'auteur. C'est aussi, et plus particulièrement, un livre qui demeure associé à un projet de révolution sociale radicale. Et c'est aussi ma démarche, évidemment, c'est une démarche révolutionnaire. Le but, c'est que la théorie puisse aider la pratique, enfin, agir ensemble, on débattra de ça sans doute plus tard. Tout en conservant un prestige théorique important au sein de la communauté savante internationale. Cette nature lui a valu au XXe siècle les flammes des autodafés et les reliures dorées. Mais avant d'être lu sur les toiles cirées des cuisines modestes, d'animer des grèves historiques, et d'inspirer discrètement, parfois à l'insu des auteurs, de nombreux travaux sociologiques, économiques, historiques, voire de figurer dans le panthéon classique des programmes universitaires. Ah même, des programmes universitaires, je mets une mauvaise intonation, ça part mal. Ce livre, cependant, semblait entrer irrémédiablement dans l'oubli. Il avait disparu des étals ces dernières années, et après l'effondrement des régimes sociaux et politiques qui avaient prédit, sous son autorité, l'effondrement endogène et universel du capitalisme, on pourrait en interpréter toute nouvelle publication comme un geste de défi tardif à l'endroit d'un auteur qui proposait de transformer réellement le monde et de ne pas se contenter de l'interpréter. Ça c'est une phrase très célèbre de Marx, hein, les philosophes se sont contentés d'interpréter le monde, maintenant il est temps de le transformer. Voilà. Je vais pas m'arrêter beaucoup sur la préface, c'est pas le plus important. Voilà, ça met juste le livre en contexte, mieux que moi je ne le ferai, hein, je suis pas historienne ni philosophe. On ne peut toutefois demeurer longtemps dans le seul rapport symbolique à une œuvre qui, avant de devenir un emblème, fut l'aboutissement d'un travail intellectuel considérable sur les structures et la genèse de la société industrielle, en même temps qu'un objet littéraire original qui a dans sa parentèle Dante, Balzac et Herman Melville. Le Capital, notamment le livre 1, vous êtes en train de lire là, est d'abord un livre qui décrit le capital comme un système économique dans son fonctionnement technique, et démontant sous nos yeux ces mécanismes réels, souvent masqués, dissimulés ou travestis par les apparences judiriques ou le discours des économistes. Il est parent en cela des grands traités d'astronomie. Toute son organisation repose sur une volonté démonstratrice et critique. Elle implique que l'auteur commence par ses premiers chapitres si abstraits sur la monnaie et la marchandise, avant d'analyser la survaleur et le surtravail. Ou si l'on veut la forme moderne de l'exploitation, et d'en exposer les exemples concrets. J'ai mal mis l'intonation, mais excusez-moi. C'est pourquoi la dimension proprement historique, l'histoire de l'accumulation initiale du capital en Angleterre, n'intervient qu'en dernier lieu. On va voir, c'est très instructif, même pour aujourd'hui, c'est important d'avoir ce genre de précision. C'est aussi pourquoi ce n'est pas un livre sur le communisme, et on y trouvera, d'ailleurs il s'appelle Le Capital et pas le commun, hein, c'est voilà. Communisme, et on n'y trouvera qu'une remarque explicite. Il est vrai, lourde de suite, sur cette question. Une note, la note 116A, c'est-à-dire qu'il y a au moins 116 notes, et voire une note 116B, enfin bref, de la deuxième édition, postérieure à la Commune, avec un grand C, de Paris j'imagine, disant que dans une société communiste, la machinerie jouerait tout autrement que dans la société bourgeoise. C'est aussi à sa façon un tract syndical virulent. Imaginez un tract syndical de 900 pages. Imaginez vous faites ça à la sortie des bouches de métro ou à l'entrée d'une usine. Ah, lisez mon tract, il fait seulement 900 pages. Hein.
C'est aussi à sa façon un tract syndical virulent, donc compilant explications, justifications et protestations des travailleuses de... Oui, je vais tout mettre à l'inclusif, hein. De tout pays condamné à vivre et travailler dans ces conditions-là, souvent écrit comme sous la dictée de l'incorruptible Léopold Horner, inspecteur des fabriques de sa gracieuse majesté. Un long acte militant obstiné, besogneux, amer, mais non désespéré, redoublé d'une polémique cruelle contre tous les faux amis de la classe ouvrière, la gouverneur de l'état de choses existant. Le tract, c'est pas pour rien qu'on appelle ça des pavés, hein, les gros bouquins, hein, je dis ça, je dis rien. Et c'est le genre de livre, il y a le poids derrière, à côté du nombre de pages, il y a écrit le nombre de poids. Le poids, genre, ça fait 1,5 kg et tout. C'est le genre de livre que t'achètes au marché à côté des huîtres et des pommes, comme. Et c'est encore un insolite opéra à mi-chemin de Buchner et Wagner, autant que de Shakespeare et Brecht, qui met en scène le vampire occidental dans sa force historique, sa violence organique, ses ruses infinies, ou si l'on veut, sa nature, entendons, sa prodigieuse aptitude à épouser, jusque dans les catastrophes inconcevables, l'apparence de la nécessité naturelle à renaître de ses cendres, à vivre si goulûment de la mort elle-même. Excusez-moi parce que j'ai une lecture très gestuelle devant le micro. Tu le payes au poids, c'est ça? Je voudrais 1,5 kg de Marx s'il vous plaît. J'en ai un petit peu plus, je vous le mets. Oh non, désolé, j'ai déjà fait une indigestion l'autre fois en lisant les Grundrisse, c'est bon. Ouais. Bref. C'est de la mort elle-même, ça me rappelle justement un article que j'avais écrit sur mon blog, mais je vais pas faire de pub sur mon blog, mais je parlais de la mort, je disais comment la mort c'est pas forcément les méchants dans la voiture noire, la bourgeoisie qui veulent la mort et la prolétariat qui veut la vie, c'est un peu plus compliqué que ça quand même. Voilà. Mais j'ai pas la prétention d'avoir le niveau intellectuel d'un Marx ou je sais pas quoi. Histoire du capitalisme, anglais principalement, qui occupe toute la dernière partie est certes subsumé sous les prémices critiques, et comme structuré téléologiquement, pour bien dissocier chaque syllabe, par une contradiction présumée fatale. Mais on ne peut s'empêcher, à la lire, d'y observer un schéma inverse, celui où la protestation, l'argumentation et la dialectique seraient dominées par la vie même du monstre glouton, du Shylock planétaire, je sais pas ce que c'est que cette référence, j'ai pas la ref, Michel j'ai pas la ref, qui veut la peau et les os. Et pour se faire clos, et pour se faire, clôt la grande boucle théorique, revient dans la City, entre à la bourse, bref, retrouve l'or maudit, celui-là même qu'Akab, dans Moby Dick, cloue symboliquement au mât du Pequod pour donner aux marins l'envie de continuer la dure, laborieuse et dangereuse circumnavigation. Alors navigation G, mais circum, je vois pas ce qu'il fait là. Cette double subsomption mutuelle du critique et du mythologique crée une tension permanente dans l'écriture même du livre. La critique de l'économie politique est une apocalypse, au double sens que le terme a pris en français, à la fois la révélation, le dévoilement par la pratique critique des impostures du discours des économistes bourgeois et bourgeoises, et d'autre part la construction imaginaire et la reconstruction par le récit d'un monde censé périr par sa malice. Ou, si l'on veut, une eschatologie. On va voir ce que c'est. Sherlock est l'un des personnages les plus marquants du Marchand de Venise de William Shakespeare. J'ai lu aucun texte de Shakespeare, donc merci de la ref. Il y tient le rôle d'un riche usurier juif, pratiquant des taux déraisonnables et acharnés dans le recouvrement de ses créances. Merci Wiki, merci. Ah, le fameux... ouais, j'ai lu pas mal de textes du 19e qui, pareil, font sortir le cliché de l'usurier juif, qui est assez nauséabond, je trouve, mais bon. Heureusement, on le trouve plus de nos jours. Alors, eschatologie... Ah, l'eschatologie, récit de la fin du monde, tu m'as devancé, merci. Ah ouais, eschatologie, le discours sur la fin du monde ou la fin des temps. Ah, c'est vrai que vous voyez, j'ai pas mis en... Ouais, j'ai mis en capture de fenêtre, bon, c'est pas grave. Du coup, j'en étais là, la version que nous en proposons ici aux lecteurs et lectrices repose sur la 4e édition, qui avait pris en compte les ultimes corrections que Marx voulait opérer, et s'efforce de traduire dans leur équilibre original les dimensions littéraires, poétiques, théorique du travail de Marx. Donc c'est pas juste de la branlette intellectuelle, c'est aussi de la branlette artistique. MDR. À tous ceux qui vont observer attentivement l'installation à marche forcée entre Minsk et Sakhaline. Alors Minsk c'est Biélorussie et Sakhaline. Avec 2 K. Une île russe située dans le nord-ouest de l'océan Pacifique au large de la Sibérie.
Ah, c'est peut-être là où il y avait les bannières, je sais pas. Au pays des ex-soviets, d'un mode de production d'échange qui avait déjà marqué sa première accumulation, on ne serait trop conseillé de lire ici et maintenant sur Twitch. Il s'attendait exactement à ce que je lise ce texte, c'est fabuleux. Ici et maintenant, donc je sais même plus où j'en étais du coup. Un ouvrage qui là-bas sera peut-être brûlé par containers entiers pour chauffer les victimes de l'hiver. De te fabula narratur, je sais pas, je suppose que c'est du latin, mais bon. Y est-il écrit quelque part? On va voir, peut-être que c'est important, je sais pas, c'est la préface, on a dit qu'on prenait pas trop de temps. Cher de bon, peu importe. Avec la préface, on s'en fiche. Y a-t-il écrit quelque part en souvenir d'Horace? Wesh à toi, Horace, hein, je sais pas, quitter. Si le monde entier est invité à passer sous la loi unifiée d'un mode de production et d'échange qui tire son prestige principal de l'échec des autres, sans omettre de reconnaître qu'il est le premier à œuvrer à cet échec, le nouvel état du monde n'a pas démontré intellectuellement que les constructions théoriques de ces turiféraires étaient devenues vraies. Turiféraires, c'est pas les gens qui font l'éloge du truc, un truc comme ça? Un servant d'hôtel, AUTEL, donc une sorte de servant religieux, chargé du maintien de l'encensoir lors de la messe, ouais d'accord. Heurton quoi. Et pourrait même devenir dangereux de ne pas essayer de comprendre, de laisser le monde changer tout seul sans même être interprété. Jean-Pierre Lefebvre, le 1er mai 1992, le jour de la fête du travail et des travailleuses. On est donc à la page 7 seulement, et on va lire l'introduction. Non, ça... Vous allez voir, on va s'emmerder. Vous allez voir, hein, on a seulement 990 pages à s'emmerder. Hein. Vous allez voir, on va s'emmerder. Voilà. La traduction française du livre 1 du Capital fut la seconde traduction de cet ouvrage. Après, déjà j'ai du mal à comprendre, mais c'est pas grave, on s'en fout. Après la traduction russe de Danielson, Lyubavine et Lopatin, paru en 1872. En 1872, je vois mal quand c'est un point ou une virgule, excusez-moi. Ce fut aussi la dernière traduction parue du vivant de Marx. Les traductions suivantes sont dans l'ordre chronologique, la version polonaise, blablabla. C'est la seule traduction dont il est assuré la révision. Enfin, anglaise, etc. Cette traduction et cette révision furent une épreuve particulièrement pénible pour Marx, qui désirait intervenir avec le Capital dans les débats théoriques et politiques français, fortement marqués par l'héritage de Proudhon, dans un pays où l'international était plus concrètement organisé que partout ailleurs et dont la capitale s'était mise en commune. Le Capital, en France, c'était en quelque sorte l'épilogue d'un long débat théorique et politique commencé en langue française 20 années plus tôt avec la première polémique contre Proudhon, réengagé en 1857 au début des Grundrisse, donc c'est un autre texte qu'il a écrit, voilà, qu'on va pas lire ici, mais je peux vous encourager à le lire, même si je l'ai pas lu moi-même, donc la règle d'or c'est de pas conseiller un livre qu'on n'a pas lu, donc je vous le conseille pas, voilà. Et indéfiniment repris dans les réécritures successives les premiers chapitres sur la marchandise et l'argent. Les premiers traducteurs, traductrices, non il y a que des mecs je crois, les premiers traducteurs pressentis. Dès 1862, alors que le Capital n'existait encore que sous la forme provisoire des 2 chapitres publiés de la contribution à la critique de l'économie politique, en 59 à Berlin, et d'un premier brouillon du futur livre 1 contenu dans les 5 premiers cahiers de manuscrits de 61-63, Marx s'était déjà inquiété de trouver un traducteur pour en préparer une version française. Ce projet fut différé de 5 ans jusqu'au jour, imaginez, pendant 5 ans vous attendez que quelqu'un traduise votre livre, hein. De 5 ans jusqu'au jour où la suite de la contribution fut enfin sous presse. Le premier contribution, c'est contribution à la critique de l'économie politique, c'est raccourci. Ils sont gentils avec nous, ils se sont dit que c'est très bien de faire un petit peu moins de 1000 pages. Le 1er mai 1867, depuis Hanovre, où il séjournait après avoir porté lui-même le manuscrit du livre 1 du Capital à l'éditeur hambourgeois, Meissner, Marx prit la liberté de s'adresser personnellement à Ludwig Büchner, je sais pas si c'est Büchner ou Büchner, peu importe. Ludwig Büchner, n'ayant pour seule excuse que la confiance qu'il mettait en lui, en tant qu'homme de science et qu'homme de parti. Ludwig Büchner était à cette époque plus célèbre que son frère aîné Georg, mort en 1837, dont les œuvres dormaient encore dans les placards de l'oubli et dont Marx ignorait sans doute l'existence. Il était surtout connu pour ses ouvrages de physiologie et de physique, définitivement marqués comme ennemi de la religion et défenseur des thèses darwinistes,
En Allemagne, il est tout à fait significatif que Marx se soit d'abord adressé à lui pour trouver un traducteur au nom de la double connivence des hommes de science et des hommes de parti. Il n'est pas exclu, je vais dire de plus en plus vite parce que là c'est pas super intéressant, et j'hésite carrément à sauter tout ce passage, hein, mais bref. Il n'est pas exclu que Marx, sous la demande explicite de renseignements concernant la traduction d'un ouvrage allemand en français, ait également recherché un contrat avec l'éditeur de Buchner qui n'était... On s'en fiche. La première... on s'en fiche. La seconde intervient... La dernière solution non retenue fut beaucoup plus sérieuse. Ouais, mais elle est non retenue, donc on s'en fiche. Signalons enfin, avant l'ultime et bonne tentative, l'existence d'un débat de traduction du livre 1 à Victor Jacquelin, on s'en fiche. L'éditeur de La Châtre. L'éditeur La Châtre. La personnalité politique individuelle de Maurice La Châtre n'a pas été sans influence sur la destinée de l'édition française du Capital. On s'en fiche. Joseph Roy. Ah, Joseph Roy, c'est la personne qui a fait la première traduction française. Joseph Roy, de Joseph Roy, nous n'avons longtemps rien su, et ne savons toujours que peu de choses. Ce peu de choses est sans doute dû, en partie, au peu de cas que fit Marx ultérieurement de son traducteur, à la distance polie avec laquelle il le traita. Joseph Roy, ou Roy, je sais pas, n'entra jamais dans la famille. C'est pas un poteau, quoi. Il était né le 12 septembre 1830 à Blaye, je sais pas, en Gironde, de François Roy, boulanger, et de Marie Gazon. C'était un rural aquitain de pure souche. Roy est l'un des patronymes les plus répandus dans la région. Là, je fais mon Stéphane Bern, hein, ça fait... Attends, on va savoir quelle culotte il portait. Bref, Gus Bejar, bon, on s'en fiche un peu de la vie de Joseph Roy, puisque de toute façon, c'est même pas la traduction qu'on va lire au final. D'ailleurs, on aborde ici une question rarement abordée, relativement délicate. Ah, là, on va rentrer dans la polémique. Du jour où parut la première livraison de la traduction française sous la signature de Joseph Roy, il n'était plus possible de faire machine arrière, et de partir en quête d'un autre traducteur, sans risquer de compromettre toute la suite des opérations. D'autant que la norme... Ouais, mais on s'en fiche, puisque c'est pas la traduction qu'on lit au final. Ah, peut-être qu'ils sont en train de justifier pourquoi est-ce qu'ils se basent pas sur Joseph Roy. Magnis Virtutibus Vous me dites si vous voulez vraiment que je lise tout ça, hein, dans le chat, si vous voulez vraiment que je lise tout ça, mais moi je trouve pas ça super utile, sachant qu'on a encore 930 pages à peu près, non 960 pages quand même à lire, donc Magnis Virtutibus Obstat Res Augusta Dormi. Ça veut absolument rien dire, mais je trouvais que ça correspondait plutôt à la situation. Je m'en aperçois tous les jours, pour bien autre chose, votre tout dévoué disciple. Quelque temps plus tard, comme il expliqua dans une lettre de Marx, il tombait malade. Ça paraît, on s'en fiche, c'est sur le pourquoi Joseph Roy... là, ça explique pourquoi le livre il a pas eu beaucoup de succès, parce que c'était pas facilement lisible, et la répression... Là, c'est les modifications qu'il a faites. Manuscrit perdu, le chapitre 6, c'est quoi ça? Sur la toile de fond de ce long et long travail de Marx, viennent se greffer deux questions connexes. De mystère, non encore levées définitivement par les limiers de l'histoire de l'édition. Celle du sort du manuscrit utilisé par l'imprimeur et celle du chapitre 6. Je vois qu'il y a au moins une voix qui ne s'élève pas, qui ne s'oppose pas au fait que je passe tout ce passage sur la première traduction qu'on ne va pas lire du coup. Sur la toile de fond de ce lent et long travail de Marx viennent se greffer ça on l'a déjà lu. Depuis des années, on cherche le manuscrit qui a servi à composer la première édition du Capital. On ne sait pas s'il y a eu un copiste ou plusieurs versions de ce manuscrit. En ce temps-là, on ne faisait pas de photocopie. Logique. Et Marx n'utilisait pas la machine à écrire ni le carbone. La machine à écrire n'entra dans le domaine pratique que vers 1873. Donc au moins environ 10 ans après la première édition du Capital. On imagine les catastrophes auxquelles étaient exposés les manuscrits non recopiés. Ah, il y a un problème d'accord qui m'a surpris. Marx n'évoque jamais le travail de recopiage autrement que pour se l'attribuer. Abschreiben ou Abschreiberei, voir les lettres de Jenny Marx, blablabla, on s'en fout. Ce terme sert en fait chez Marx à désigner une seule opération de mise au propre graphique, relative au demeurant et stylistique. Enfin, imaginez, vous avez écrit 980 pages de manuscrits. Vous n'avez pas d'imprimante. Vous n'avez pas de machine à écrire. Vous n'avez pas l'argent de payer une personne pour prendre la peine de tout recopier à la place, à la main. Vous faites quoi? Voilà. Plus de 900 pages, parce que là on enlève la préface et tout qu'on est en train de lire. Imaginez un peu le dilemme là. Est-ce que je me retape tout ce que j'ai écrit juste pour être sûr d'avoir une deuxième copie, ou est-ce que j'essaie de faire attention, qu'il brûle pas? Voilà. Voilà, donc je pense qu'il n'y a pas grand chose à
Ça peut paraître normal qu'au final il ait perdu un passage. La survaleur. Ah tiens, ça parle d'un truc, on a tout souvent parlé de plus-value, et là ils expliquent pourquoi ils utilisent le terme de survaleur et pas de plus-value. Donc ça peut être important là je trouve, parce que je me souviens de ce passage là qui m'a assez marqué. Que je trouvais plus intéressant que le reste dans mes souvenirs d'ailleurs. Nous avons là un exemple de création conceptuelle due à Marx pour un concept central de tout le dispositif théorique dont le sens se joue dans chaque emploi. Et ils vont expliquer ce que ça veut dire. Marx a toujours considéré le terme Mehrwert, je sais pas, comme une création qui lui était propre, du moins avec le sens qu'il lui donnait. Il a créé ce terme dans la critique de l'économie politique contre des notions de l'économie politique qui occultaient les principes réels de l'exploitation capitaliste. Profit, intérêt, rente, rapport, gain, rendement, etc. La première occurrence du terme dans le Capital est une opération de dénomination. J'appelle cet encrément survaleur. De nombreux passages des manuscrits et de la correspondance mettent en évidence cette opération linguistique. Certes, le temps avait pu se présenter dans la langue allemande à l'occasion, étant donné qu'en allemand, on peut combiner n'importe quoi avec mer. Faut savoir que c'est une langue agglutinante, je crois que c'est ça le terme, c'est-à-dire qu'on peut rajouter des termes par-dessus d'autres termes et ainsi de suite. Et là, ce qui veut dire qu'on peut créer des mots théoriquement infinis, à une taille infinie. Mais même dans le langage de la comptabilité, il ne s'était pas installé. Il demeurait, voilà c'est ça en fait, théoriquement tu peux faire des mots infinis, mais dans la pratique personne fait ça parce que dans la pratique on veut des mots plus en plus courts, le plus court possible. Il demeurait une possibilité abstraite de la langue inusitée dans la pratique, qui elle marchait au profit de la rente, aux bénéfices et aux gains, et totalement inexistante dans la théorie. Mais cette création est incompréhensible sans son réseau sémantique propre, dans la double série conceptuelle que Marx a mise en place autour de Mehrwert. Je sais pas si c'est Mehrwert ou Mehrwert, je sais pas. D'un côté, celle de Mehrwert, Mehrarbeit, Mehrprodukt, Mehrarbeitszeit, Vermehrung. Voilà, il y a mes 10 séances d'allemand en cours, en cours particulier là qui ressortent, pour ne prendre que les plus connus. Survaleur, surtravail, surproduit, temps de surtravail ou surtemps de travail, augmentation. Cette série se trouve reproduite dans toutes les langues, anglaises, italiennes et russes notamment. De l'autre côté, celle de Wert, Gebrauchswert, Tauschwert, Wertbildung, Verwertung, Wertform, etc. Valeur, valeur d'usage, valeur d'échange, formation de valeur, valorisation, fin de valeur. Alors Julia, mon ancienne prof particulière, si tu me vois, j'espère que t'es fier de moi maintenant. Ces deux séries, au carrefour des... Oh là, qu'est-ce qui se passe, Brahms, calme-toi là, on n'est pas encore en train de casser des vitrines de McDo là. On est juste en train de lire Marx. Voilà, du coup vous entendiez plus rien, excusez-moi. Mais moi ça me coupait la parole. Donc, on l'a lu. Donc le champ sémantique autour de mer et celui autour de Wert. Voilà. Ou Vart, je sais pas. Ces deux séries, au carrefour desquelles on trouve explicitement le terme composé de deux points de départ en allemand, anglais, russe, italien, espagnol, ne sont d'ailleurs pas des séries finies. Dans les manuscrits de 1857 à 58 et en 61-63 du 19e, notamment Marx les développe considérablement, mêlant indistinctement le préfixe anglais surplus et le préfixe allemand. D'où Surpluslohn. Surpluslohn, parce que du coup ce sera en allemand. Surplus Capital, Surplus Profit. Titre d'un chapitre du livre 3, qu'on ne va pas lire sur cette chaîne, je vous rassure. Déjà sur ici ça c'est bien. Surplus Population, etc. Sur salaire, sur capital, sur profit, sur population. Or, dans ce système, le français occupe une position atypique. Le terme plus-value fonctionne, au moins au niveau de l'expression, de façon autonome, exagérément singularisé par rapport d'une part au surtravail et surproduit, terme qu'utilise Roy, d'autre part à valeur. Seule la traduction de Mehrwert par survaleur rétablit et le carrefour des relations sémantiques qu'on a vu plus haut, interne au texte de Marx, et la parité avec les traductions anglaises, russes, italiennes, etc. Les autres solutions étant moins praticables, plus-value, plus produit, plus travail, etc. Voyons maintenant le sens français de plus-value et revenons aussi un siècle en arrière. Quand j'ai dit que ça allait mettre du temps à lire, si ça met un siècle, hein, il est très vraisemblable que Roy n'hésita guère à utiliser plus-value. Le mot existait en effet depuis très longtemps en français, depuis le XVIe en tout cas.
alors qu'il n'existait rien pour Mehrarbeit et Mehrprodukt. Ce terme plus-value antonyme, moins-value, plus-value antonyme moins-value, désignait dans la comptabilité la différence de valeur, de prix, entre deux opérations affectant le même objet, qui n'est pas nécessairement un produit. Les multiples sens possibles de ce terme de comptabilité ont tous une relation plus ou moins directe avec l'exploitation capitaliste et ce que Marx appelle Mehrwert. Je veux dire Mehrwert, je trouve que ça sonne plus germanique, je sais pas pourquoi. Le caractère plus abstrait de cette notion, comparé à profit, gain, bénéfice, rapport, etc., l'en rapproche même. Mais dans la mesure où le travail effectué par Marx a précisément consisté à poser un concept nouveau, distinct des dénominations sous lesquelles la réalité de classe de l'exploitation avait été recouverte dans la théorie, phrase beaucoup trop longue, le recours à l'une d'entre elles constituait déjà en soi un obstacle à la compréhension du texte tel que Marx l'avait conçu, ce qui est autre chose que la représentation qu'il pouvait avoir de sa propre production. Et des phrases comme ça, on va en avoir tout du long, vous allez voir. Et là encore, c'est pas trop compliqué à suivre, je trouve. Quand Marx relit la traduction Roy, c'est le surmoi du texte qui travaille. À ce titre, les notes sur Wagner amorcent par la médiation des étymologies combinées à l'expérience de 15 ans de réception du capital dans le public, un autre type de retour sur les termes. On peut même imaginer, dans un premier temps, Roy avait envisagé de traduire Mehrwert par profit ou bénéfice, point d'exclamation, vous vous rendez compte ? Si donc Marx ne s'est pas méfié de ce terme plus-value, c'est qu'il ne l'avait jamais vu fonctionner dans ses lectures économiques françaises comme catégorie de l'économie politique, sauf peut-être chez Proudhon, dans des occurrences très spécialisées. Voilà, ils font un passage sur je sais pas quoi. Si ce terme composé avait un usage à ses yeux, il en mesurait l'extension à l'aune de son propre concept, partant de la nécessité d'un terme composé associant la notion de surplus à celle de valeur, et préoccupé de ne pas parler le jargon philosophique allemand à des lecteurs français. Il a estimé que plus-value pouvait faire l'affaire. Ouais, donc c'était en gros c'était de la vulgarisation entre guillemets, parce que vulgariser un texte qui fait plus de 900 pages, c'est un peu... c'est pas une mince affaire. De plus, le passif théorique de Mehrwert et de surplus-value était quasi nul. Celui de plus-value, qui y ressemblait tant, n'en était que plus insoupçonnable. Ce choix provisoire était tout à fait justifiable en 1872. Enfin, et c'est évidemment l'essentiel, la théorie de la survaleur comme forme valeur de surtravail ne se limite pas à un simple jeu d'association verbale, même si la langue théorique de Marx use à l'envi de ce procédé, Fronherr, Lohnherr, Fronarbeit, Lohnarbeit, je suppose. La réalité historique de l'exploitation et des luttes de la classe ouvrière d'une part, et l'analyse proprement dite de Marx d'autre part, comble le manque à gagner sémantique que représente plus-value par rapport à Mehrwert, surplus-value, value, je sais pas, plus valore. Ah non, d'accord, c'est d'autres langues encore, ok. Surplus value et plus valore, je suppose. D'une certaine façon, l'histoire ultérieure des concepts a néanmoins confirmé les avantages et inconvénients des traductions respectives initiales. Alors que Mehrwert, surplus-value, etc. ont conservé en allemand, anglais, russe, italien un sens dominant spécifiquement marxiste, même si la bourgeoisie allemande a introduit Mehrwert dans des mots composés tels que Mehrwertsteuer, je sais pas, taxe à la valeur ajoutée. Le terme français a poursuivi sa carrière bourgeoise, véhiculant une interprétation comptable. Point. On l'a bien vu dans les débats parlementaires à propos de l'impôt sur les plus-values. C'est un texte de 1983, donc le débat parlementaire d'il y a près de 40 ans, je vais dire ok boomer là. Non, évidemment que non. Alors là, on va voir quels changements ils ont fait fondamentalement entre 1876 et 1983, donc près de 100 ans, plus de 100 ans après, donc ça peut être intéressant de savoir aussi ce que c'est. Il va de soi que cette seule modification des conventions n'aurait pu justifier la retraduction du livre 1 du Capital. Il faut donc décrire rapidement la différence entre la version de 1876 et la présente version. En premier lieu, les textes de départ sont sensiblement différents, bien que cette différence ne puisse être réduite à celle de deux textes de départ distincts. Nous traduisons d'après la 4e édition allemande, elle-même très proche de la 3e édition de 1883. Donc c'est la dernière édition que Marx a pu modifier de son vivant en fait, histoire d'être sûr que c'est bien ce qu'il voulait dire lui. Ces deux éditions avaient été assurées par Engels après la mort de Marx. Ah, j'ai dit de la merde en fait. Donc non, c'est les dernières éditions que Engels a pu diriger, d'accord. J'ai dit de la merde.
à partir de notes de Marx et d'indications portées sur des exemplaires allemands et français du livre 1. Engels, je suppose, y a ainsi retraduit en allemand des passages dont il n'existait que la version française révisée par Marx. Mais là encore, s'il n'y avait que ce genre de modifications, et ça et là quelques coupures, la retraduction serait pratiquement redondante. Cette origine des différences concerne cependant plus la seconde moitié de l'ouvrage que le début, dont il n'est pas certain qu'il ait été traduit à partir de la seconde édition, mais sans doute à partir d'un texte intermédiaire entre la première édition et la seconde édition allemande. On ne saurait expliquer autrement les différences substantielles entre la première section, notamment le premier chapitre de la traduction française et les passages correspondants des deuxième, troisième et quatrième éditions allemandes. Il se peut aussi que Marx ait délibérément ôté un certain nombre de passages qu'il jugeait quasi intraduisibles en français, peut-être encouragé en ce sens par le caractère incompréhensible du texte de Roy. On a passé tout ce passage-là, mais en gros Marx il était pas satisfait, il était très peu satisfait par la traduction de Roy la plupart du temps. Les différences principales tiennent en fait à la façon de traduire de Roy ou à la façon de corriger de Marx. Contrairement en effet à ce que ce dernier dit de la traduction de Roy, plutôt que Roy, le texte de la première édition française est souvent éloigné de la trame logique ou métaphorique du texte allemand, saute de nombreuses difficultés qui sont souvent des nœuds du raisonnement et obscurcit le tout par des tournures sans doute déjà incorrectes en 1872, ou par des formules tirées littéralement des locutions allemandes, ce que l'on appelle des germanismes. De toutes les imperfections de la traduction, ces dernières étaient sans doute les moins décelables par Marx. Tous les documents rédigés par lui en français en comportent. Parce que autant Roy parlait pas très bien allemand, autant Marx parlait lui non plus, était pas non plus super à l'aise avec le français, donc voilà, autant dire que ça devait être compliqué à l'époque. Hein. L'un des exemples les plus classiques de cette interférence de l'allemand est celui de la traduction du complément du nom ou de son déterminant composé par un équivalent français déterminé par l'article défini. Bon là ça devient trop grammatical pour moi, j'hésite à passer. Le cas le plus fréquent... Excusez-moi, je vais vérifier que le compresseur marche, et c'est bon, il marche. Enfin, le noise gate. Le cas le plus fréquent peut être utilisé par la traduction de Warenform ou Warenproduktion, très souvent traduit par roi, forme de la marchandise ou production de la marchandise. Des marchandises ou des marchandises. Le premier cas correspond à ce que nous traduisons conventionnellement désormais par forme marchandise, comme il y a la forme valeur, la forme argent, la forme équivalent, etc. Dans le second cas, l'allemand signifie aussi bien production de la marchandise ou production marchande. En général que production de la marchandise au sens déterminé de telle marchandise dont il est question dans le contexte. J'ai pas compris la syntaxe de la phrase. On passe, on n'a pas le temps. Compte tenu de la fréquence de ces expressions, tout le sens et surtout la fluidité normale de la phrase allemande peut être perturbée par des choix inadéquats. Autre exemple, l'allemand possède 3 genres, masculin, féminin, neutre, 2 nombres, singulier et pluriel, et surtout 4 cas, nominatif, accusatif, génitif et datif. Et là, les gens qui ont fait allemand ont des PTSD actuellement. Il s'ensuit un nombre très élevé de possibilités pronominales face auxquelles les possibilités du français sont extrêmement pauvres, a fortiori dans des phrases dont l'ordre des mots est modifié par rapport à l'ordre de la phrase allemande. On n'a pas le temps. On n'a pas encore commencé ce qu'a écrit Marx, c'est pour ça qu'on n'a pas le temps en fait. C'est que c'est juste l'explication de leur recours, de leur travail de traduction. Et à mon avis, c'est important de savoir toujours, une note, de lire toujours la note des gens qui ont traduit un livre quand c'est pas la langue d'origine en fait. Parce que c'est toujours plus sûr de voir les choix des gens, s'assurer que les choix sont bien trouvés ou pas. Le recours au pronom français devient, dans des cas ipso facto, un facteur d'obscurité. On ignore souvent à quel substantif renvoie le pronom. Substantif, c'est les noms, pour faire court. C'est pour cette raison que dans les traductions modernes des textes théoriques, les traductrices reprennent souvent le substantif, voire le groupe nominal concerné par le pronom. Alors j'ai rien compris. Si vous avez compris quelque chose, envoyez 1000 € à mon adresse, s'il vous plaît. Ça veut dire que vous avez gagné un concours. On sait que Marx et Engels se plaignaient de l'ordre des mots conventionnels dans la phrase française. C'est sans doute à ce niveau que la gêne causée par la traduction française devait être la plus grande, étant donné la nature démonstrative critique du discours. Ah ouais, donc s'il y a un problème de l'ordre des mots, ouais, c'est sûr que c'est dur de raisonner, d'argumenter si tes mots sont pas dans le bon ordre. Hein. Cette gêne cesse à l'inverse dans les passages descriptifs, etc., qui ne sont pas structurés par un zoologique. Et vous allez voir qu'il va y avoir énormément, surtout vers la fin, de descriptions
de ce qu'est la souffrance vis-à-vis du capitalisme, parce que Marx, il a pas écrit ce texte-là juste parce que c'était son kiff de faire un truc théorique, voilà. Il a fait ça parce qu'il était vraiment révolté face à ce qu'il voyait et ce qu'il lisait des rapports, beaucoup de rapports d'inspecteurs sur le travail des enfants, notamment, qui sont extrêmement choquants hein, pour aujourd'hui, quoi. Même pour l'époque, du coup, parce que Marx on a changé d'album de Brahms. Je sais pas si c'est la même époque, Brahms. 57, ouais, on est plus ou moins dans la même époque que Marx. Il a sans doute déjà entendu un air de Brahms. La traduction de Roy est d'ailleurs effectivement meilleure dans les passages de cette nature, alors qu'elle dissout souvent la dialectique des passages théoriques proprement dits. Cette difficulté est liée à la précédente, ce qui rend possible le suivi dialectique de la phrase de Marx, qui s'est façonné dans la manipulation répétée des textes hegeliens, c'est précisément la possibilité de reprendre dans une phrase par des éléments suffisamment discriminants et économiques à la fois, une bonne partie du matériau de la phrase précédente combinée à la possibilité, à l'intérieur d'une même phrase, de prolonger et répéter ces références de manière relativement suivie. C'est ce qui explique par exemple la meilleure lisibilité de Hegel en allemand, même pour des lecteurs francophones assez peu familiers de la langue allemande. Et ça, je demande à voir parce que j'ai lu du Hegel, j'ai rien compris. Juste par curiosité, j'ai lu un bouquin de Hegel et j'ai absolument rien pigé. Je sens que je vais passer tout ce passage parce que... Ah non, on est presque à la fin, donc on va bientôt commencer la préface de Marx, donc même pas le texte original de Marx, mais la préface. Ouais, je vais peut-être... L'expression théorique n'est pas cependant la seule à pâtir de la traduction. Le livre 1 du Capital, contrairement au suivant, qui sont de rédaction antérieure, c'est-à-dire que Marx il a écrit d'abord les livres 2, 3, 4 avant le livre 1. Voilà. Je suis même pas sûr, à mon avis je crois même qu'il a écrit, je sais plus où j'ai entendu ça, mais je crois qu'il a écrit d'abord le tome 4, puis le 3, puis le 2 et enfin le 1. Mais je suis pas sûr. Et le plus écrit de tous les écrits économiques de Marx. C'est vachement littéraire, vous allez voir que c'est vachement bien. Enfin, ils ont essayé de retranscrire ça, les traducteurs ici. Il marque une rupture stylistique majeure avec les manuscrits antérieurs. La langue du livre 1 est ainsi la combinaison originale d'un discours théorique assez pauvre linguistiquement et de variations où s'exprime une dimension poétique, ce qui ne veut pas dire lyrique, absente de tous les textes antérieurs. En premier lieu, Marx rompt avec certains termes philosophiques. C'est ainsi que l'en-soi et le pour-soi hegelien, le Dasein, ne subsistent plus que comme coquetterie de rappel. Le Bestimmung, partout à l'œuvre dans les Grundrisse, avec son fonctionnement hegelien, devient le plus souvent fonction, function, et les moments, momenté, je sais pas, devient des facteurs, factoren, je suppose. Marx recourt ensuite plus fréquemment à des métaphores qui prennent place dans une sorte de dramaturgie secrète de la lutte des classes où le capitaliste apparaît comme le vampire assoiffé qui suce, pompe, aspire frénétiquement le sang vif de la classe laborieuse. D'une certaine façon, la langue imagée des tracts et pamphlets politiques se remet à parler dans le discours théorique lui-même, selon un dispositif inverse de celui qui fonctionne dans les textes politiques ou les articles de journaux, où c'est la théorie qui sous-tend discrètement le discours informatif et polémique. Et Brahms joue beaucoup trop fort, je sais pas ce qui lui arrive. Faut croire que ça l'énerve d'écouter un livre audio sur Marx. Or, ce type de littérature métaphorique est traditionnellement ce qu'il y a de plus difficile à reproduire dans la langue d'arrivée, et Marx ajoute à cette difficulté, sans doute parce qu'il écrit pour un public allemand, en sollicitant fréquemment la culture spécifique allemande du lecteur, notamment par le jeu de citations explicites ou implicites disséminées dans le cours du texte. Goethe, Heine, Luther sont presque ainsi souvent cités que Shakespeare. Un exemple, à la suite de la première allusion à W. Nassau Senior, Marx ajoute pour le situer W. Nassau Senior, qui est un peu l'équivalent de Clauren chez les économistes anglais. C'est évident, voyons. Heinrich Clauren était le pseudonyme de Karl Heune, auteur de romans et de nouvelles sentimentales. Roy traduit par Nassau W. Senior. Ah oui, Roy traduit par Nassau W. Senior, que l'on pourrait appeler le normalien des économistes anglais, ce qui à la rigueur correspond à ses qualités de parleur érudit, évoquées par ailleurs dans le texte original, mais pas du tout à la nuance sentimentaliste que veut suggérer Marx.
Certains tics linguistiques propres à Marx, enfin, déjà encombrants dans l'original, pèsent d'un point constant, exercent une sorte de pression stellaire permanente sur la totalité du texte. Par exemple, la persistance du verbe hegelien erscheint als apparaît comme, dans de nombreux cas où le verbe être ferait l'affaire, l'emploi constant d'un oder ou pour introduire en fait des appositions simples qui pourraient se passer de cette conjonction généralement plus riche de possibilités sémantiques, l'apposition du petit adverbe selbst, même, lui-même, proprement dit, qui souvent n'est pas justifié dans l'économie du passage. D'une manière générale, nous n'avons pas renoncé à les traduire. Si l'allemand du Capital est resté beaucoup plus moderne que le français de la première traduction, il n'en comporte pas moins un certain nombre de réquisites particuliers, voire d'archaïsmes qui le datent et qu'il serait anachronique de lever. Des notes. Alors on va parler des notes parce que là, il faut qu'on parle là, il faut qu'on discute des notes là, parce que je me souviens des notes qui font plusieurs pages, au final quand t'as fini la note, tu sais plus ce qui était dit avant la note, donc t'es obligé de relire la phrase d'avant la note, enfin c'est mindfuck comme on dirait. Les notes du Capital n'échappent pas au syndrome du remaniement dont nous parlions ci-dessus. Si elles sont un genre scientifique établi à la fin du 19e siècle, elles représentent aussi chez Marx une sorte de résidu génétique des phases premières de l'élaboration de son propre texte. Le Capital, c'est aussi ce qui reste des innombrables pages de lecture repérées, de plusieurs centaines de citations recopiées, annotées, commentées, etc. Entre la première et la seconde édition, puis entre la seconde et la troisième, Marx a mis en note certains passages cités initialement dans le texte proprement dit, mais pour l'essentiel, il ne cite dans le texte que la documentation descriptive qui fait corps avec son propre développement. Ce sera souvent, d'ailleurs dans mes souvenirs, ce sera souvent des rapports d'inspecteurs du travail, enfin, entre guillemets, inspecteurs du travail, c'était pas exactement ça, mais... La plupart des auteuristes d'ouvrages économiques sont cités dans les notes de bas de page. Marx retrouve d'ailleurs assez souvent dans ses notes le ton extrêmement polémique et le style imagé et inventif des commentaires qu'on rencontrait dans les manuscrits antérieurs. La trace de ces réactions spontanées qu'on trouve dans ses carnets d'extraits et de citations. Un très grand nombre des citations reproduites en notes par Marx étaient à l'origine, dans la première et la seconde édition allemande, rédigées en anglais ou en français. Joseph Roy, c'est vrai qu'il était trilingue, Joseph Roy les avait alors reprises telles quelles, sans autre vérification. Parfois, elles avaient déjà été traduites par Marx, et il semble que Roy ait alors retraduit en français la traduction de Marx. Donc, je suis pas sûr que grand monde ait déjà fait de la traduction à la fac ou en formation ici, mais traduire une traduction, faut jamais faire ça. Voilà, c'est tout, c'est une des règles d'or de la traduction. Traduire une traduction, non. L'idéal, c'est de partir du texte de base. Roy s'est fié, pour tout ce qui concerne les références d'ouvrages, aux indications de Marx, dont un certain nombre d'erreurs qui coïncident sans doute avec des transcriptions erronées inscrites dans les cahiers du travail de Marx, ou faites à partir d'eux. Elles ont été corrigées dans les éditions suivantes. Quant aux notes supplémentaires d'Engels, elles sont très rares dans le livre 1 et formellement marquées comme telles. Il s'en explique dans les préfaces aux 3e et 4e éditions allemandes, qu'on va lire à l'instant. Dans la présente traduction, les notes de l'éditeur suivent la numérotation des notes de la 4e édition allemande, dont elles se distinguent par un astérisque. De plus, les mots en italique signalés dans le texte par un astérisque sont en français dans l'original et reproduits sans modification. Ceux marqués de 2 astérisques ont été écrits en anglais. En français dans le texte, c'est un astérisque, en anglais dans le texte, c'est 2 astérisques. Ça va revenir souvent, vous allez voir. À mon ami inoubliable, au valeureux, noble et fidèle pionnier de la lutte du prolétariat, Wilhelm Wolff, né à Ternau le 21 juin 1809, mort en exil à Manchester le 9 mai 1864. Je me souvenais pas du tout de cette dédicace. Ah, là on va commencer la préface au bouquin qu'on va lire. C'est-à-dire qu'on n'a pas encore commencé totalement le bouquin, mais on est déjà plus dans le sujet, on a plus le pied dedans. Disons qu'on vient de passer le... je sais pas si vous êtes déjà allé à la piscine. En gros, à la piscine publique, on prend la douche, on met ses pieds dans le pédiluve, et là on peut aller dans le grand bassin. Et là, en gros, on vient de prendre notre douche, là, et là on va rentrer on met notre pied dans le pédiluve. Bon, en fait, c'est le bordel en allemand avec le génitif, tout ça, du coup, en français, on risque d'avoir pas mal de répétitions. Non, mais ils sont assurés pour que ce soit facilement lisible. Dans mes souvenirs, c'était lisible, c'était pas désagréable à lire. Préface à la première édition allemande. L'ouvrage dont je livre au public le premier volume et la suite de la contribution à la critique de l'économie politique, que j'ai publié en 59, la longue pause survenue dans l'intervalle est due à une longue maladie qui n'a cessé d'interrompre mon travail.
Le contenu de cet écrit antérieur est résumé dans le premier chapitre de ce volume. Dans la première édition, le premier chapitre était intitulé « Marchandises et argent ». Dès la deuxième édition, Marx remania ce premier chapitre et en fit la première section, qu'il divisa en 3 chapitres nouveaux. C'est de cette première section qui résume les 2 premiers chapitres de la contribution qu'il est question ici. Je n'ai pas fait cela uniquement pour que l'ensemble soit cohérent et complet. La présentation aussi a été améliorée, dans la mesure où l'état de la question le permettait, j'ai développé de nombreux points qui n'avaient été qu'effleurés antérieurement, tandis qu'à l'inverse, certaines choses développées exhaustivement d'abord sont ici simplement mentionnées. La section sur l'histoire de la théorie de la valeur et de l'argent disparaissent, bien sûr, complètement ici. Toutefois, le lecteur de la contribution trouvera dans les notes du premier chapitre du présent ouvrage plusieurs sources nouvellement mises à la disposition des historiens et des historiennes de cette théorie. En toute science, c'est toujours le début qui est difficile. C'est donc la compréhension du premier chapitre, notamment de la section qui contient l'analyse de la marchandise, qui causera le plus de difficultés. En ce qui concerne plus précisément l'analyse de la substance de la valeur et de la grandeur de la valeur, j'ai fait de mon mieux pour en rendre l'exposé accessible à tous. Et on va voir comme je doute que certains passages aient suivi cette maxime, enfin aient suivi ce propre conseil, parce que des fois c'est compliqué, hein, vraiment. Note de bas de page. Ceci m'a paru d'autant plus nécessaire que même dans la section de l'ouvrage de Lassalle, donc c'est pas Jean Lassalle, hein, c'était un autre, c'était un socialiste de l'époque, contre Schulze Delitzsch, où Lassalle déclare de donner la quintessence de mon développement sur tous les sujets, il y a de graves erreurs d'interprétation. Une remarque en passant. Lorsque Lassalle a emprunté presque mot à mot à mes ouvrages, allant jusqu'à utiliser la terminologie que j'ai créée, l'ensemble des propositions théoriques générales de ses travaux économiques, par exemple sur le caractère historique du capital, sur les liens qui unissent rapports de production et modes de production, etc., et ce sans indiquer ses sources, je suppose que ce procédé répondait à une intention de propagande. Je ne parle évidemment pas de ses développements dans le détail, ni des explications et de l'usage qu'il a fait de tout cela avec lequel je n'ai rien à voir. Donc il se distancie avec déjà il se distancie des récupérations social-démocrates de son époque. La forme valeur, qui a pour figure achevée la forme monnaie, est à la fois très simple et dépourvue de contenu. Pourtant, il y a plus de 2000 ans que l'esprit humain s'évertue à percer son secret, alors qu'il a par ailleurs réussi au moins approximativement l'analyse de formes beaucoup plus complexes et plus riches de contenu. Pourquoi cela? Il est plus facile d'étudier l'organisme développé que la cellule vivante. L'analyse des formes économiques ne peut, en outre, céder ni du microscope, ni d'aucun réactif chimique. Il faut les remplacer par la force d'abstraction. Or, pour la société bourgeoise, c'est la forme marchandise du... Là, ça va commencer à... On rentre vraiment dans le vif du sujet. Hein. Pour la société bourgeoise, c'est la forme marchandise du produit du travail ou la forme valeur de la marchandise qui est la forme économique cellulaire. L'homme non cultivé aura l'impression que l'analyse de cette forme se débat sans fin dans une succession de subtilités. Et il s'agit bien effectivement de subtilités, mais au sens où justement l'anatomie microscopique relève également de cette même subtilité. Ainsi donc, exception faite de la section sur la forme valeur, on ne pourra pas accuser ce livre d'être difficile et peu compréhensible. Alors je vais essayer de rendre cette phrase vraie, je vous assure que le but de ce chat, de ce live, et n'hésitez pas à interagir dans le chat, c'est de rendre accessible et compréhensible ce genre de choses. Mais si moi-même je comprends pas ce qu'il y a écrit, je peux rien faire, évidemment. Je suis un être humain, je suis pas Marx, qui était un être humain lui-même aussi d'ailleurs. X to doubt, voilà. J'ai préféré éviter de dire c'est faux, je préfère dire vous inquiétez pas, on va y arriver, etc. Il y a pour le physicien deux manières d'observer le problème. En général, quand je recommence à lire, je vais surligner comme ça pour que les gens puissent lire en même temps s'ils veulent. Il y a pour le physicien ou la physicienne deux manières d'observer les processus naturels. Ou bien il les observe là où ils apparaissent sous la forme la plus typée, et où ils sont le moins perturbés par des influences extérieures, ou bien, si cela est possible, il fait des expériences dans des conditions qui garantissent la pureté du déroulement du processus en question. Dans ce livre, l'objet de ma recherche c'est le mode de production capitaliste et les rapports de production et d'échange afférents. Jusqu'à présent, sa localisation classique est l'Angleterre. C'est la raison pour laquelle ce pays sert d'illustration principale dans tout mon développement théorique. Toutefois, s'il devait arriver que le lecteur ou la lectrice allemand ou allemande traite par des haussements d'épaules et une indifférence pharisienne, je crois que ça voulait dire les branleurs intellectuels, la situation des ouvrières et ouvriers dans l'agriculture et l'industrie anglaise,
on trouve la tranquillité dans l'illusion optimiste que les choses sont loin d'aller aussi mal en Allemagne. Il faudrait alors que je lui crie bien fort « De te fabula narratur ». C'est de toi qu'on parle ici. Citation des satires d'Horace. En fait, il n'est pas question dans ce livre des degrés de développement plus ou moins élevés atteints par les antagonismes sociaux qu'engendrent les lois naturelles de la production capitaliste. Il s'agit de ces lois elles-mêmes, de ces tendances profondes qui agissent et s'imposent avec une nécessité de faire. Une nécessité de faire. Le pays plus développé industriellement ne fait que montrer ici aux pays moins développés l'image de leur propre avenir. Mais laissons cela. Partons chez nous, où la production capitaliste a intégralement élu droit de cité. Par exemple, dans les fabriques proprement dites, la situation est bien pire qu'en Angleterre, parce qu'il manque le contrepoids des lois sur les fabriques. Dans toutes les autres sphères, nous souffrons durement. Semblable en cela à tous les pays occidentaux d'Europe continentale, non seulement du développement de la production capitaliste, mais aussi de l'insuffisance de ce même développement. En plus de toutes les misères modernes, nous sommes affligés de toute une série de misères congénitales, qui sont le résultat de modes de production antiques et surannés qui continuent de végéter avec leur cortège de rapports politiques et sociaux complètement anachroniques. Nous ne pâtissons pas que des vivants, mais aussi des morts. Le mort saisit le vif. Comparées à celles de l'Angleterre, les statistiques sociales allemandes et celles des autres pays occidentaux de l'Europe continentale sont proprement désolantes. Elles font pourtant suffisamment bouger le voile pour qu'on devine derrière celui-ci la silhouette d'une tête de méduse. Nous serions épouvantés par la situation qui règne dans nos propres pays si nos gouvernements et nos parlements, ainsi que cela se pratique en Angleterre, instituaient périodiquement des commissions d'enquête sur les rapports et les réalités économiques, si ces commissions étaient munies des mêmes pleins pouvoirs que ceux dont elles disposent outre-Manche pour explorer la vérité. Si l'on pouvait trouver à cette fin des hommes et des femmes aussi compétents et compétentes, impartiaux et inflexibles que les inspecteurs de fabriques anglais, les rapporteurs médicaux de la Public Health ou les commissaires nommés spécialement pour enquêter sur l'exploitation des femmes et des enfants, sur les conditions de logement et d'alimentation, etc. Et c'est surtout à la fin du film, n'importe quoi, à la fin du livre qui va plutôt faire les descriptions de toutes ces inspections-là. Il fallait à percer pour poursuivre les monstres une capuche de nuages. Cette capuche, nous la sommes tirée sur les yeux et les oreilles, pour pouvoir faire comme si les monstres n'existaient pas. Ne nous faisons pas d'illusions. De même qu'au XVIIIe siècle, la guerre d'indépendance américaine a sonné l'alarme pour les classes moyennes européennes, au XIXe siècle, la guerre civile en Amérique a sonné l'alarme pour la classe ouvrière européenne. En Angleterre, ce processus de bouleversement peut être touché du doigt. Quand il sera parvenu à une certaine hauteur, il rejaillira sur le continent. Il y prendra des allures plus ou moins humaines selon le niveau de développement de la classe ouvrière elle-même. Indépendamment des motivations plus nobles, c'est leur intérêt propre le plus réel qui commande aux classes actuellement dominantes de balayer tous les obstacles contrôlables légalement qui freinent encore le développement de la classe ouvrière. C'est pourquoi, entre autres choses, j'ai accordé à l'histoire, au contenu et aux résultats de la législation anglaise sur les fabriques une place aussi exhaustive dans ce volume. Une nation doit, et peut, apprendre auprès d'une autre. Même lorsqu'une société est sur le point de parvenir à la connaissance de la loi naturelle qui préside à son évolution, et la fin ultime, et là je pense qu'il fait référence à Darwin, et la fin ultime visée par cet ouvrage est bien de dévoiler la loi d'évolution économique de la société moderne. Il admirait beaucoup Darwin, il s'en inspirait beaucoup. Elle ne peut cependant ni sauter, ni rayer par décret les phases naturelles de son développement. Mais elle peut abréger et atténuer les douleurs de l'enfantement. Un mot encore pour éviter d'éventuels malentendus. Je ne peins pas en rose, loin s'en faut, le personnage du capitaliste et du propriétaire foncier. Mais ces personnes n'interviennent ici que comme personnification de catégories économiques, comme porteurs de rapports de classe et d'intérêts déterminés. Et ça, bon, ça va se contredire beaucoup, mais c'est l'interprétation de Marx que je préfère, c'est expliquer que le capitalisme est une domination impersonnelle. C'est-à-dire que c'est pas, il y a un méchant dans une voiture noire et qui se fait de la grosse moula, qui attaque les gentils qui travaillent pour donner du fric aux méchants. Moins que tout autre encore, ma perspective consiste à appréhender le développement de la formation économico-sociale comme un processus historique naturel, ne saurait rendre un individu singulier responsable de rapports et de conditions dont il demeure socialement le produit, quand bien même il parviendrait à s'élever subjectivement au-dessus de ceux-ci. Dans le domaine de l'économie politique, la libre recherche scientifique ne se heurte pas toujours au même ennemi, comme c'est le cas dans tous les autres domaines.
La nature particulière de la manière qu'elle traite fait descendre contre elle dans l'arène les passions les plus violentes, les plus mesquines et les plus haïssables du cœur humain, les furies déchaînées de l'intérêt privé. La Haute Église d'Angleterre, par exemple, pardonnera plus facilement qu'on s'en prenne à 38 des 39 articles de la foi qu'à un seul 39e de ses revenus en argent. L'athéisme lui-même, de nos jours, de propriété traditionnelle, de nos jours, est une faute vénielle comparée... Vénielle. Il y a peu de gravité, d'accord. Ok, donc l'athéisme lui-même, de nos jours, rapport à la thune, ok, est une faute vénielle comparée à la critique des rapports de propriété traditionnels. Toutefois, on ne saurait nier en ce domaine l'existence d'un certain progrès. Je renvoie par exemple au livre bleu. En bleu, ce terme désigne les publications du Parlement et des documents diplomatiques du Foreign Office, édités chaque année depuis le XVIIe siècle sous une couverture de couleur bleue, d'accord. Publié ces dernières semaines. Correspondence with Her Majesty's mission abroad regarding industrial questions and trades union. Je sais pas pourquoi j'ai l'accent texan alors que c'est censé se passer en Angleterre, mais bref. Les représentants à l'étranger de la couronne anglaise y expriment sans fioriture l'opinion qu'en France, en Allemagne, bref dans tous les états civilisés, alors là je mets des grosses guillemets personnellement par-dessus ce mot-là, hein, du continent européen, une transformation des rapports entre le capital et le travail est tout aussi perceptible et tout aussi inévitable qu'en Angleterre. Dans le même temps, de l'autre côté de l'Atlantique, M. Wade, vice-président des États-Unis d'Amérique du Nord, a lancé dans plusieurs meetings publics l'appel suivant. Qu'après l'élimination de l'esclavage, on mette à l'ordre du jour la transformation des rapports dominés par le capital et la propriété foncière. Ce sont là des signes des temps qu'il ne sera guère possible de cacher sous des manteaux de pourpre ou des soutanes noires. Il ne signifie, je préfère les soutanes noires et rouges perso, lol, il ne signifie pas que demain des miracles vont s'accomplir. Il montre à quel point, même dans les classes sociales dominantes, on voit poindre le sentiment que la société actuelle n'est pas un cristal définitivement solidifié, mais un organisme susceptible de mutation et constamment pris dans un processus de mutation. Voilà, donc il est lui-même conscient que ce qu'il dit, ce qu'il décrit est quelque chose qui va évoluer forcément avec le temps. Le second volume de cet ouvrage sera consacré au procès de circulation du capital, le livre 2 qu'on ne lira pas, et aux figures que revêt le progrès global du capital, livre 3 qu'on ne lira pas non plus. Enfin, le troisième et dernier volume seront consacrés à l'histoire de la théorie. Livre 4 qu'on ne lira pas non plus. Tout jugement inspiré par une critique scientifique sera pour moi le bienvenu. Face aux préjugés de l'opinion publique à laquelle je n'ai jamais fait de concession, je continue à faire mienne la devise du grand Florentin « Segui il tuo corso e lascia dire le gentili », je sais pas si je prononce bien, je sais pas. « Va ton chemin et laisse dire les gens ». Et là on arrive sur une fanfare de Brahms là qui accueille enfin le début du Capital. Et là ça veut bien dire que c'est pas grave, j'ai mélangé avec Vénal, ah d'accord. Ah non mais t'inquiète, y a pas de problème, t'as pas à t'excuser, c'est bien que tu participes. Postface à la deuxième édition. Ah merde, on va toujours pas commencé le livre en lui-même. D'ailleurs, à la vitesse où ça va, je pense que je vais pas lire le livre entier ici. Je crois que je vais lire que la première section, qui est déjà pas mal. Hein. Je crois que c'est un quart du livre quand même, donc c'est déjà pas mal. Mais je crois que si on lit déjà la première section, ce sera bien. Je pense. Et si ça peut vous donner envie de lire la suite, tant mieux. Mais c'est le plus essentiel de lire la première section à mon avis. Parce qu'elle résume à peu près tout ce que... Elle contient à peu près tout ce qui inspire les thèses marxiennes actuelles, dont celle que je lis le lundi soir en ASMR. Postface à la deuxième édition allemande. Tout d'abord, aux lecteuristes de la première édition, quelques informations sur les modifications introduites dans la deuxième édition. La plus frappante réside d'abord dans l'articulation générale du livre, qui permet une meilleure vision d'ensemble. Viennent ensuite des notes supplémentaires repérées comme notes à la deuxième édition. Enfin, des changements dans le texte proprement dit, dont je résume ici l'essentiel. Au chapitre 1er, 1. La déduction de la valeur par l'analyse des équations dans lesquelles s'exprime toute valeur d'échange est conduite ici avec une plus grande rigueur scientifique. De même, le lien simplement évoqué dans la première édition entre la substance de la valeur et la détermination de la grandeur de la valeur par le temps de travail social nécessaire est souligné ici de manière explicite. Le chapitre 1er, sous-chapitre 3, je pense que c'est ça que ça voulait dire, la forme valeur, a été complètement remaniée.
Le double exposé de la première édition l'imposait. Au passage, je signale que ce double exposé était dû à l'intervention de mon ami le docteur L. Kugelmann de Hanovre. Je me trouvais en visite chez lui au printemps, il raconte sa life, je sais pas pourquoi, en 67, lorsque les premières... On a fait un barbecue, c'était cool, c'était un barbecue vegan en plus, c'était sympa. Il y avait une petite sauce vegan, on s'est fait du houmous avec des tartines grillées. Lorsque les premières épreuves du livre arrivèrent du Hambourg, et c'est lui qui m'a convaincu qu'il fallait, pour la plupart des lectrices, ajouter une présentation et une explication plus didactique de la forme valeur. La dernière section du premier chapitre, le caractère fétiche de la marchandise, est très légèrement modifié. Le chapitre 3, sous-chapitre 1, mesure des valeurs, a été soigneusement revu. Dans la première édition, en effet, cette section avait été traitée négligemment par un simple renvoi à l'exposé correspondant de la contribution à la critique de l'économie politique, édité à Berlin en 59, du 19e siècle. Le chapitre 7, en particulier la deuxième partie, a été remanié dans des proportions importantes. Il serait inutile d'entrer dans le détail des modifications opérées ça et là dans le texte. Elles sont souvent d'ordre purement stylistique. Il y en a d'un bout à l'autre du livre. Je trouve pourtant, en révisant la traduction française qui paraît en ce moment à Paris, que certaines parties de l'original allemand aurait mérité ici un remaniement plus approfondi, là une correction stylistique plus importante, ou encore une relecture plus soigneuse afin d'éliminer les erreurs qui ont pu m'échapper. Mais je n'ai pas eu le temps de faire tout cela, n'ayant appris qu'à l'automne 71, du 19e, donc à la Commune de Paris, alors que j'étais pris par d'autres travaux pressants, que le livre était épuisé et qu'on comptait mettre la deuxième édition sous presse dès le mois janvier 72. L'écho de compréhension qu'a rapidement rencontré le Capital dans de larges cercles de la classe ouvrière allemande est la meilleure récompense de mon travail. Dans une brochure publiée pendant la guerre franco-allemande, un fabricant de Vienne nommé Mayer, qui se situe du point de vue économique dans la perspective bourgeoise, a très bien montré que le profond sens théorique censé appartenir au patrimoine allemand avait complètement disparu dans les classes dites cultivées d'Allemagne, mais qu'en revanche il se mettait à revivre dans sa classe ouvrière. En Allemagne, et jusqu'à aujourd'hui, l'économie politique est restée une science étrangère. Gustav von Gülich a commenté dans son tableau historique du commerce, de l'industrie, etc., et notamment dans les 2 premiers volumes, parus en 1830, l'essentiel des facteurs historiques qui ont freiné chez nous le développement du mode de production capitaliste. C'est donc le sol vivant de l'économie politique qui a manqué. Elle a été importée d'Angleterre et de France comme un produit fini. Les professeurs allemands qui l'enseignent sont restés des élèves. Et entre leurs mains, l'expression théorique d'une réalité qui n'était pas la leur s'est convertie en un recueil de dogmes dont ils faisaient l'exégèse dans l'esprit de leur univers petit bourgeois, c'est-à-dire de travers. D'où un sentiment d'impuissance scientifique difficile à refouler complètement, et le sentiment peu rassurant qu'elles devaient jouer les maîtres et maîtresses dans un domaine qui leur était en fait inconnu, malaise qu'ils tâchèrent de dissimuler sous les pompes de l'érudition historico-littéraire, ou par l'adjonction de matières étrangères empruntées aux sciences dites camérales, et ce salmigondis de connaissances purgatoires par où doivent passer les malheureux candidats et candidates en quart d'une place dans la bureaucratie allemande. À partir de 1848, donc la deuxième révolution française, et il me semble qu'il y a aussi une révolution en Allemagne cette année-là, la production capitaliste a connu un développement très rapide en Allemagne. Elle en est déjà aux floraisons factices. Mais le sort n'en a pas moins continué d'être défavorable à nos spécialistes. Tout le temps où ils purent pratiquer leur économie politique en toute ingénuité, c'étaient les rapports économiques modernes qui n'existaient pas dans la réalité allemande. Et maintenant que ces rapports ont vu le jour, c'est dans des circonstances telles qu'il ne leur est plus loisible de poursuivre leurs belles études comme avant, au sein même de la vision bourgeoise des choses. Dans la mesure même où elle est bourgeoise, c'est-à-dire où, au lieu de concevoir l'ordre capitaliste comme un stade de développement historiquement transitoire, elle en fait au contraire la figure absolue et ultime de la production sociale. L'économie politique ne peut demeurer une science qu'aussi longtemps que la lutte des classes demeure latente ou ne se révèle que dans des manifestations isolées. Prenons l'Angleterre. L'économie politique classique y coïncide avec la période où la lutte des classes n'est pas développée. C'est Ricardo, son dernier grand représentant, qui fait enfin consciemment de l'opposition des intérêts de classe, du salaire et du profit et de la rente foncière, le tremplin de ses recherches, en concevant naïvement cette opposition comme une loi naturelle de la société. Mais la science bourgeoise de l'économie avait touché là sa limite infranchissable. Du vivant même de Ricardo, et contre lui, on vit la critique de dresser devant elle
en la personne de Sismondi. Les 10 années qui suivent, de 1820 à 1830, sont caractérisées en Angleterre par une très vive activité scientifique dans le domaine de l'économie politique. C'est à la fois la période de vulgarisation et de diffusion de la théorie de Ricardo et celle de sa lutte contre l'ancienne école. On y livra de grands et éclatants tournois. Nous ne savons pas grand-chose de tous ces exploits sur le continent européen, étant donné que la majeure partie de toute cette polémique est éparpillée dans des articles de revues, des publications occasionnelles et des pamphlets. Le caractère ingénu de cette polémique, encore que la théorie ricardienne servit déjà exceptionnellement d'arme offensive contre la pratique économique de la bourgeoisie, s'explique par les circonstances de l'époque. D'une part, la grande industrie proprement dite sortait à peine de l'enfance, comme en témoigne le fait qu'elle n'ait entamé le cycle périodique de son existence moderne qu'avec la crise de 1825. D'autre part, la lutte de classe entre le capital et le travail restait refoulée à l'arrière-plan, au niveau politique par la querelle entre les féodaux et les gouvernements regroupés autour de la Sainte Alliance, d'un côté, et la masse du peuple entraînée par la bourgeoisie de l'autre, au niveau économique par la discorde entre le capital et l'industrie, et la propriété foncière autocratique, dissimulée en France sous l'opposition de la grande propriété foncière et de la petite bourgeoisie parcellaire, mais qui avait éclaté au grand jour en Angleterre depuis les lois sur les céréales. La littérature économique anglaise de cette période rappelle les années de Sturm und Drang économique qui ont suivi, en France, la mort du docteur Kenney, mais à la façon dont l'été de la Saint-Martin évoque le printemps, l'année 1830 enfin vit éclater la crise vraiment décisive. La bourgeoisie avait conquis le pouvoir politique en France et en Angleterre. La lutte de classe prit alors, dans la pratique et dans la théorie, des formes de plus en plus explicites et menaçantes. Elle sonna le glas de l'économie bourgeoise scientifique. La question n'était plus de savoir si tel ou tel théorème était vrai, mais s'il était utile ou nuisible au capital, s'il lui causait de l'agrément ou du désagrément, s'il était contraire ou non au règlement de la police. La recherche des intéressés fit place au mercenariat. À l'innocente investigation scientifique succédèrent la mauvaise conscience et les mauvaises intentions des apologistes. Pourtant, même les opuscules dont l'Anticorn Law League, association libre-échangiste, et là c'est pas les échangistes libertins et libertines, hein, c'est les libre-échangistes pour le libre-échange économique, fondée en 1838 par les fabricants Godben et Bright et Manchester, elle luttait pour l'abolition des lois sur les céréales, Corn Law, contre les intérêts des landlords. Elle obtint gain de cause en 1846. Pourtant, même les opuscules de l'Anti-Corn Law League, emmenés par les fabricantes et fabricants Cobden et Bright, Cobden et Bright, abreuva et importuna le public, présentait encore un intérêt, sinon scientifique, du moins historique, du fait de leur polémique contre l'aristocratie foncière. Mais l'économie vulgaire se vit retirée jusqu'à ce dernier piquant, quand fut mise en place la législation libre-échangiste de Sir Robert Peel. La révolution continentale de 1848 retentit également sur l'Angleterre. Un certain nombre d'économistes, qui prétendaient encore à l'importance scientifique et voulaient être plus que de simples sophistes, et sycophantes dans l'atténuité, un délateur professionnel. Ah ouais, d'accord. Ça dénonce, hein. C'est le cas de le dire, hein. Ça dénonce. Les classes dominantes s'efforcèrent de mettre en harmonie l'économie politique du capital et plusieurs revendications du prolétariat qu'il n'était plus possible d'ignorer plus longtemps. D'où un syncrétisme plat, dont John Stuart Mill est le meilleur représentant. En réalité, c'était une vraie déclaration de faillite de l'économie bourgeoise ainsi que l'a magistralement mis en lumière le grand savant et critique russe N. Tchernychevsky dans son tableau de l'économie politique après Mill. Lors de la production capitaliste, est donc parvenu à maturité en Allemagne, après qu'il eut déjà bruyamment manifesté son caractère antagonique en France et en Angleterre à la suite des luttes historiques, alors que le prolétariat allemand avait déjà une conscience de classe théorique bien plus résolue que celle de la bourgeoisie allemande. En sorte qu'à peine une science bourgeoise de l'économie politique semblait être enfin possible ici, dès qu'elle était déjà devenue impossible. Dans ces conditions, ces chefs de file se partagèrent en deux groupes. Les uns, gens pratiques, intelligents, et aimant le gain, se rassemblèrent sous la bannière de Bastiat, le représentant le plus insipide et partant le plus réussi de l'économie vulgaire apologétique. Les autres, pénétrés qu'ils étaient dans la dignité professorale de leur science, suivirent John Stuart Mill dans sa tentative de concilier l'inconciliable. Tout comme au beau jour de l'économie bourgeoise classique, les Allemands et Allemandes restèrent, quand vint son déclin, de simples écolières et écoliers.
tout juste bon et bonne à ressasser les propos du maître et à marcher dans ses pas. Les petits colporteristes et petites colporteristes de la grande maison étrangère. Le développement historique propre de la société allemande excluait donc tout progrès original de l'économie bourgeoise, mais il n'excluait nullement celui de sa critique. Et dans la mesure où cette critique représente une classe, elle ne représente que la classe qui a vocation historique à renverser le mode de production capitaliste et à abolir enfin les classes elles-mêmes, le prolétariat. Les porte-paroles de la bourgeoisie allemande, savants et savantes, et non savants et non savantes, ont d'abord tenté, comme elles étaient parvenues, avec mes écrits antérieurs, la conspiration du silence autour du capital. Quand cette tactique ne fut plus adéquate aux réalités du temps, ils rédigèrent alors, sous le prétexte de le critiquer, des instructions pour la tranquillité de la conscience bourgeoise, mais tombèrent dans la presse ouvrière, voir par exemple les articles de Joseph Dietz-Gen dans le Volksstaat, sur de valeureuses jouteuses, plus fortes et forts qu'elles, auxquelles elles doivent encore une réponse. Alors là, il y a 2 notes de bas de page et ça fait la moitié de la page. Voilà, il renvoie un texte, on s'en fiche. Nos pénibles bavasseurs de l'économie vulgaire allemande vilipendent le style et la présentation de mon livre. Personne ne juge avec plus de sévérité que moi-même les défauts littéraires du capital. Cela étant, je voudrais citer ici, pour le plaisir et l'usage de ces messieurs et mesdames, et je sais pas quel est l'équivalent non-binaire de mesdames et messieurs, et de leur public, une opinion anglaise et une opinion russe sur cette matière. Voici ce qu'écrit... Excusez-moi, mon écran vient de devenir tout noir. Voilà, voici ce qu'écrit, en signalant l'apparition de la première édition allemande, le chroniqueur de Saturday Review, dont l'orientation par ailleurs est radicalement hostile à mes positions. L'exposé donne aux questions économiques les plus arides un charme particulier. Quant à la Gazette de Saint-Pétersbourg, elle note dans son édition du 20 avril 1872 qu'à l'exception d'un petit nombre de parties trop spécialisées, l'exposé se distingue par un caractère compréhensible et clair, ainsi que par une vivacité de ton un peu habituelle qui contraste avec l'élévation scientifique de son contenu. À cet égard, l'auteur ne ressemble pas, loin s'en faut, à la majorité des hommes et des femmes et des personnes non binaires de sciences allemandes, et allemandes, dont les livres sont rédigés dans une langue si aride et délibérément obscurcie que le commun des mortels en a la tête qui éclate. Il est vrai qu'en Allemagne, les lecteuristes de la littérature professorale libérale et nationale qui sort en ce moment ont tout autre chose que la tête qui éclate. Au printemps 1872, donc on reprend là, une excellente traduction du Capital est sortie à Saint-Pétersbourg. Les 3000 exemplaires du premier tirage sont déjà quasiment épuisés. En 1871, le professeur N. Sieber, le professeur d'économie politique à l'université de Kiev, a mis en évidence dans l'ouvrage intitulé Théorie de la valeur et du capital chez D. A. Ricardo que ma théorie de la valeur, de la monnaie et du capital était dans ses grandes lignes à la continuation nécessaire de la théorie de Smith et Ricardo. Le A. lectoris ouest-européen N de ce livre très dense sera surprise par le maintien ferme et conséquent de sa perspective purement théorique. La méthode employée dans le Capital a été peu comprise, comme suffisent à le démontrer les conceptions contradictoires qu'on en a eu. Ainsi, la revue positiviste, donc c'est un truc sur c'est un courant de philosophie, le positivisme, de Paris me reproche d'un côté d'avoir fait de l'économie politique métaphysique, et de l'autre, devinez quoi, de m'être borné à un simple démontage critique du donné au lieu de formuler des recettes comptistes pour les cargottes de l'avenir. Alors, Auguste Comte, c'était le père du positivisme de l'époque, et Cargotte, restaurant à la cuisine peu soignée, d'accord, c'est-à-dire boui-boui en fait. Par chez moi on dit boui-boui, pas chez vous comme on dit, mais... Contre l'accusation de métaphysique, voici ce que remarque le professeur Sieber. En ce qui concerne la théorie proprement dite, la méthode de Marx est celle de toute l'école anglaise, la méthode déductive, dont les défauts et les avantages sont communs aux plus grands théoriciens et théoriciennes de l'économie politique. Monsieur M. Bloch, le théoricien du socialisme en Allemagne, extrait du journal des économistes en juillet-août 72, fait cette découverte que ma méthode est analytique et dit, entre autres choses, par cet ouvrage, Monsieur Marx se classe parmi les esprits analytiques les plus éminents. Côté allemand, les faiseurs de comptes rendus crient naturellement à la sophistique hegelienne. Le messager européen de Saint-Pétersbourg, dans un article entièrement consacré à la méthode du capital, numéro 2, donc là il est en train de dire comment réagit la critique littéraire de son époque. Je pense qu'on s'en fiche un petit peu, enfin je pense qu'on peut passer. Marx dans la team, gros cerveau.
Attention avec gros cerveau, parce que des fois, il peut y avoir une interprétation validiste derrière. En décrivant ce qu'il appelle ma méthode réelle, avec tant de justesse, et pour autant qu'elle entre en ligne en compte de l'application, ce que j'en ai fait personnellement, avec tant de bienveillance, qu'est-ce donc que l'auteur a décrit, si ce n'est la méthode dialectique? Certes, le mot d'exposition doit se distinguer formellement du mode d'investigation. À l'investigation de faire sienne la matière dans le détail, d'en analyser les diverses formes de développement et de découvrir leurs liens intimes. C'est seulement lorsque cette tâche est accomplie que le mouvement réel peut être exposé en conséquence. Si l'on y réussit et que la vie de la matière traitée se réfléchit alors idéalement, il peut sembler que l'on ait affaire à une construction a priori. Dans son fondement, ma méthode dialectique n'est pas seulement différente de celle de Hegel, elle est son contraire direct. Pour Hegel, le procès de la pensée, dont il va jusqu'à faire sous le nom d'idée un sujet autonome, est le démiurge du réel. Il n'en constitue que la manifestation extérieure. Chez moi, à l'inverse, l'idéal n'est rien d'autre que le matériel transposé et traduit dans la tête de l'homme. J'ai critiqué le côté mystificateur de la dialectique hegelienne il y a près de 30 ans, à une époque où elle était encore à la mode. Mais au moment même où je rédigeais le premier volume du Capital, les épigones grincheuses et grincheuses, je sais quoi, épigones, on apprend des mots, c'est bien. Dans la mythologie grecque, les épigones sont les fils respectifs des 7 chefs qui avaient combattu contre Thèbes pour venger je sais pas pourquoi il écrit ce mot là, c'est pas grave. Grincheux, prétentieux et médiocres qui font aujourd'hui la loi dans l'Allemagne cultivée, se complaisait à traiter Hegel comme le brave Moses Mendelssohn avait du temps de Leipzig traité Spinoza, c'est-à-dire en chien crevé. Ainsi me déclarai-je ouvertement disciple de ce grand penseur et même, dans le chapitre sur la théorie de la valeur, j'eus la coquetterie de reprendre ici et là sa manière spécifique de s'exprimer. La mystification que la dialectique subit entre les mains de Hegel n'empêche aucunement qu'il ait été le premier à en exposer les formes générales de mouvement de façon globale et consciente. Chez lui, elle est sur la tête. Il faut la retourner pour découvrir le noyau rationnel sous l'enveloppe mystique. Dans sa forme mystifiée, la dialectique devint une mode allemande, parce qu'elle semblait glorifier l'état de choses existant. Dans sa configuration rationnelle, elle est un scandale et une abomination pour les bourgeoises et bourgeois et leurs porte-parole doctrinaires, parce que dans l'intelligence positive de l'état des choses existants, elle inclut du même coup l'intelligence de sa négation, de sa destruction nécessaire, parce qu'elle saisit toute forme faite dans le flux du mouvement et donc aussi sous son aspect périssable, parce que rien ne peut lui en imposer, parce qu'elle est dans son essence critique et révolutionnaire. C'est dans les vicissitudes du cycle périodique parcouru par l'industrie moderne que le sens pratique du bourgeois perçoit de la façon la plus frappante que le mouvement de la société capitaliste est plein de contradictions, et dans l'apogée de ce cycle, la crise générale. Nous n'en percevons encore que les prodromes. Putain, pardon, excusez-moi pour le gros mot. Purin, il y a plein de mots compliqués, hein. En médecine, la phase prodromique est la période d'une maladie pendant laquelle un ensemble de symptômes avant-coureurs, généralement bénins, annonce la survenue de la phase principale de cette maladie. D'accord. Nous n'en percevons encore que les prodromes, mais à l'approche de nouveau. Et par l'universalité de la scène où elle se jouera, et par l'intensité de ses effets, elle fera rentrer de la dialectique dans les têtes, et y compris dans celle des petits chéris, et des petites chéries, du nouveau Saint-Empire prusso-germanique. Londres, le 24 janvier 1873. Karl Marx. Et là, on fait la préface à l'édition française qui fait qu'une page, mais on va la terminer vite puisqu'il fait qu'une page, et je vais lire vite. Préface à l'édition française, c'est une lettre qu'il a écrite lui-même. Londres, le 18 mars 72. Aux citoyens tout court du coup, Maurice Le Châtre. Chers citoyens, j'applaudis à votre idée de publier la traduction de Das Kapital en livraison périodique. Sous cette forme, l'ouvrage sera plus accessible à la classe ouvrière. Et pour moi, cette considération l'emporte sur tout autre. Voilà le beau côté de votre médaille. Mais en voici le revers. La méthode d'analyse que j'ai employée, et qui n'avait pas encore été appliquée au sujet économique, rend assez ardue la lecture des premiers chapitres. Il est à craindre que le public français, toujours impatient de conclure, avide de connaître le rapport des principes généraux avec les questions immédiates qu'il passionne, ne se rebute parce qu'il n'aura pu tout d'abord passer outre. C'est là un désavantage contre lequel je ne peux rien, si ce n'est toutefois prévenir et prémunir les lectrices soucieuses de vérité. Il n'y a pas de route royale pour la science. Et celles-là seulement ont chance d'arriver à ces sommets lumineux
qui ne craignent pas de se fatiguer à gravir des sentiers escarpés. Recevez, chers citoyens et citoyennes, l'assurance de mes sentiments dévoués. Donc là, en gros, il dit accrochez-vous. Et je tiens, avant de commencer la lecture, avis au lecteur. Quand c'est la lecture, quand on lit un livre compliqué et qu'on n'est pas une personne, enfin qu'on est dans du commun des mortels, c'est pas grave de pas comprendre tout de suite à la première lecture. Si vraiment vous pensez que vous pouvez comprendre une phrase en la relisant 2-3 fois et en relisant le paragraphe, faites-le. Mais si vraiment au bout d'un moment ça marche pas, vous dites pas tant pis je lâche le livre. Continuez la lecture, et en général les phrases elles sont liées entre elles, hein. C'est toute une succession. Si la personne qui a écrit est un minimum réfléchie, elle peut faire une suite logique en fait. Et c'est la succession c'est le développement d'une pensée, donc en ayant terminé le livre, vous comprendrez mieux la phrase que vous aurez pas compris, etc. Enfin, je suppose que vous comprenez ce que je veux dire. Avis aux lectrices. Monsieur J. Roy s'était engagé à donner une traduction aussi exacte et même littérale que possible. Il a scrupuleusement rempli sa tâche. Mais ses scrupules même m'ont obligé à modifier la rédaction, dans le but de la rendre plus accessible aux lectrices. Ces remaniements faits au jour le jour, puisque le livre se publiait par livraison, ont été exécutés avec une attention inégale et ont dû produire des discordances de style. Ayant une fois entrepris ce travail de révision, j'ai été conduit à l'appliquer aussi au fond du texte original, la seconde édition allemande. À simplifier quelques développements, à en compléter d'autres, à donner des matériaux historiques ou statistiques additionnels, à ajouter des aperçus critiques, etc. Quelles que soient donc les imperfections littérales de cette édition française, elle possède une valeur scientifique indépendante de l'original et doit être consultée même par les lecteurs familiers avec la langue allemande. Je donne ci-dessous les parties de la postface et de la deuxième édition allemande qui ont trait au développement de l'économie politique en Allemagne et à la méthode employée dans cet ouvrage. 28 avril 75 à Londres, Karl Marx. Avertissement de la troisième édition allemande. J'ai l'impression que, vous savez, c'est comme le sketch des inconnus là, à la radio, t'entends la fin d'un orchestre, enfin d'une musique d'orchestre symphonique, je sais pas quoi, et à la fin le présentateur radio il fait bon bah maintenant je vais dire le nom de toutes les personnes de l'orchestre. Donc premier violon, on a machin, machine, machin, machine, machin, machine, comme ça, et puis ça dure pendant 3 plombes. Du coup là je pense que je vais passer. Tadam!